un sujet qui, a priori, ne devrait pas être du tout ennuyeux non plus, qui est l'essor réel ou apparent des classes moyennes en Amérique latine. On en a beaucoup parlé à propos des élections au Brésil. C'est un sujet qui est évidemment très important en termes de développement économique, mais qui a à voir aussi, je pense, avec le sujet de la démocratie. Donc, le Centre de développement de l'OCDE, pour ses perspectives latino-américaines 2011, s'est particulièrement intéressé à cette question des classes moyennes. Donc, dans un premier temps, Jeff Dayton Johnson, qui est le chef du Bureau des Amériques, va nous présenter ce rapport pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite, Pierre Salama, que je vous présente, qui est professeur à l'université de Paris 13, qui est un latino-américaniste reconnu, commentera ce rapport, en essayant aussi de se limiter à une quinzaine de minutes avant de vous passer la parole. Monsieur Dayton Johnson, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Anne. Rebonjour à tout le monde. Comme toujours, je vais faire ma partie pour diversifier un peu les accents. On a eu beaucoup d'accents différents, mais excellents. Maintenant, on a un accent pénible en français, donc je vais me limiter à juste une petite quinzaine de minutes de présenter les principaux messages de notre rapport. Je suis très content d'être dans ce panel avec Anne Denis, une journaliste qui nous a accompagnés dans plusieurs événements, plusieurs conférences, plusieurs activités. Et avec Pierre Salama, ce n'est pas la première fois que je raconte cette histoire, mais il y a 30 ans, presque, j'étais un étudiant de la littérature au Mexique, de la poésie latino-américaine, et je trouvais un bouquin très intéressant, très provocateur, qui s'appelle toujours El proceso del subdesarrollo, le procès du sous-développement d'un chercheur, pour moi, complètement inconnu, Franchute, comme on essaye, et de cette expérience de lire ce livre, mais aussi d'autres textes sur le problème de sous-développement en Amérique latine. Moi, maintenant, je suis économiste, et donc je suis dévié de mon chemin vers la réflexion sur la littérature, vers quelque chose peut-être de plus d'actualité, mais c'est vrai, moins de poésie, moins de poésie dans les réflexions aujourd'hui. Donc je suis très content de pouvoir partager ce panel avec ses collègues. Pourquoi les classes moyennes? Pourquoi est-ce que dans les perspectives économiques de l'Amérique latine de ces temps, on a abordé le thème des classes moyennes? Pour deux raisons principales. D'abord, comme on a mentionné dans le premier panel de ce matin, bonne partie de la résistance économique, de la résistance macroéconomique de la région dans la crise financière actuelle est expliquée par le marché interne, le marché domestique, la demande domestique. Et de là, on discute dans plusieurs pays la puissance de la consommation des classes moyennes comme facteur qui explique la performance différente, cette fois-ci par rapport aux crises dans le passé. Donc il y a une raison de voir un peu les caractéristiques économiques des classes moyennes pour expliquer un peu leur possibilité d'être un moteur de la croissance et du développement économique. Deuxièmement, il y a une raison plutôt politique. Comme a bien mentionné Frédéric et Pierre-Louis dans leur intervention ce matin, le soutien pour la démocratie, c'est un facteur très intéressant dans l'actualité latino-américaine, et beaucoup de chercheurs voient dans les classes moyennes le poids de ce soutien à la démocratie
Et plus particulièrement, je ne sais pas si ça c'est un fait, ce qu'on appelle dans l'économie un fait stylisé. C'est pour dire qu'on n'est pas sûr si c'est vrai, mais on le traite comme la vérité. Un fait stylisé que ce sont les classes moyennes dans plusieurs pays, dans plusieurs démocraties qui appuient les réformes progressistes, je ne sais pas si c'est progressif ou progressiste en français, mais pas révolutionnaire. Donc ça contribue à la stabilité démocratique, mais aussi les réformes nécessaires pour avancer dans la matière de l'inclusion sociale. Donc il y a deux questionnements, économiques et démocratiques, politiques, de voir qu'est-ce que l'état des classes moyennes en Amérique latine. Et qu'est-ce qu'on voit quand on étudie ces classes moyennes, ces couches moyennes de la distribution des revenus en Amérique latine. D'abord, il faut définir les classes moyennes. Et dans le rapport, on utilise une mesure statistique. Et ce sont les ménages au milieu de la distribution des revenus. Ce sont plus spécifiquement les ménages qui ont un revenu entre 50% et 150% de la médiane des revenus du pays. Donc ça c'est exactement sans préconception la partie de la population au milieu de la distribution des revenus. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est un peu comme l'audience dans cette salle. Il y a beaucoup de monde dans les extrémités et au milieu, il n'y a pas grand monde. C'est une mesure fortement liée aux inégalités des revenus dans les pays de l'Amérique latine. Donc, ça constitue automatiquement trois groupes, les groupes dans les couches moyennes et les groupes plus pauvres et les groupes plus aisés dans tous les pays. On pourra comparer la taille des couches moyennes parmi les pays latino-américains. On trouve qu'il y a un peu de variation entre les pays. L'Uruguay a les couches moyennes plus grandes parmi les pays de la région. La Colombie, la Bolivie, c'est juste un peu davantage d'un tiers de la population. C'est c'est 55% par exemple en Uruguay. Parmi les pays de l'OCDE, la taille des couches moyennes mesurée de la même façon, c'est plus grand. L'Italie est inclue dans la graphique pour pouvoir comparer, et c'est plus de 2/3 de la population de l'Italie, et c'est pas atypique, c'est typique des pays de l'OCDE. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Uruguay, les classes moyennes sont bien consolidées, sont dans une condition pour être un moteur de la croissance et du développement, de soutenir la démocratie. Pas nécessairement. Il faut voir qui sont ces ménages au milieu de la distribution des revenus. Et une question qu'on pourra poser, c'est qu'est-ce que la relation entre ces couches moyennes et les pauvres, les ménages pauvres dans les pays latino-américains. Et voilà, il y a une comparaison graphique de l'incidence de pauvreté extrême, pauvreté modérée, selon les définitions nationales de ces termes-là, et le seuil des couches moyennes selon notre définition. Et il y a trois groupes de pays qu'on pourra distinguer. Il y a des pays comme le Chili, le Costa Rica. Ce sont deux pays où il n'y a aucun pauvre qui entre dans notre définition des couches moyennes. Donc les couches moyennes, ce sont effectivement les ménages que nous sommes ou ne sont plus pauvres selon les autorités nationales. Il y a des pays comme le Mexique, la République dominicaine, où bien si aucun ménage dans des conditions de pauvreté extrême entre dans les couches moyennes,
bonne partie des ménages classifiés comme des couches moyennes sont pauvres selon les définitions nationales de la pauvreté. Et il y a encore un troisième groupe de pays comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie, où il y a beaucoup de pauvres qui ne sont pas dans notre définition des couches moyennes, mais beaucoup de ménages dans des conditions économiques très difficiles qui sont effectivement des couches moyennes selon notre définition statistique. Et ça veut dire que le premier message de notre analyse, c'est que les couches moyennes, si on aborde les couches moyennes dès une perspective statistique sans préconception, c'est vraiment un groupe vulnérable, économiquement vulnérable, et pas nécessairement dans des conditions d'être le moteur de la croissance économique, pas encore. Alors, il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de graphiques. Si vous voyez le livre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations quantitatives. Je me limite à quelques points forts. Pour suivre ce thème de la vulnérabilité et aborder des thèmes des politiques publiques nécessaires, qu'est-ce que ce sont les conditions d'emploi de ces secteurs, de ces couches moyennes de la population? Ici, il y a beaucoup d'informations sur 4 pays, sur la Bolivie, le Brésil, le Chili et le Mexique. Et là, il y a une classification des conditions d'occupation seulement des ménages dans ces couches moyennes. Et en gros, il y a 2 groupes de travailleurs dans chaque pays. Il y a les travailleurs en noir, et paradoxalement, en noir, ça veut dire qu'ils ne sont pas en noir. Ce sont les travailleurs qui ont un emploi formel. Et toutes les autres catégories sont des distinctes catégories qu'on pourra caractériser comme informels, des emplois informels. Soit ce sont des travailleurs indépendants dans l'agriculture ou pas, soit ils sont des salariés informels dans l'agriculture ou pas. Mais ce qu'on voit, c'est que, avec l'exception du Chili, où plus de 50% des travailleurs des secteurs moyens sont formels, dans les autres pays, la majorité des travailleurs dans les couches moyennes de la population ont un emploi informel. Et en Bolivie, 5% des travailleurs des couches moyennes ont un emploi formel. Donc ça veut dire que la condition d'informalité dans l'emploi, c'est majoritaire pour la plupart des ménages dans ces couches moyennes qu'on étudie dans cette étude. Et de cette condition d'informalité, il y a des conséquences pour leur couverture par les systèmes de protection sociale. Effectivement, si on compare l'affiliation au système de sécurité sociale dans les 4 mêmes pays, et on distingue entre les travailleurs formels et informels, on voit une situation bien distincte entre les 2 groupes. Pour les travailleurs formels, il n'y a pas autant de différence entre les groupes socio-économiques en tant qu'affiliation, couverture par les systèmes de protection sociale. Et là, notamment dans le cas de Brésil, il y a une prétention au moins vers l'universalisme de couverture, même minimale, mais avec beaucoup d'affiliés, en effet, par les systèmes de sécurité sociale. Ça, c'est un point très important, souligné dans plusieurs études de M. Salama, par exemple, que ce n'est pas le cas que Bolsa Familia, Fomecero sont les uniques moyens pour réduire la pauvreté au Brésil. Il y a aussi tout un groupe de moyens de politique sociale plutôt universalistes, au moins, et parfois moins connus hors Brésil, qui sont très importants pour réduire la pauvreté. Mais voilà, dans le monde de l'emploi formel, il y a une couverture presque égale entre les plus pauvres et les plus aisés. Entre les travailleurs informels, il y a une relation très forte, une corrélation très forte entre
le niveau de revenu et le niveau de couverture par les systèmes de protection sociale, ça veut dire qu'il y a une inégalité qui va être encore plus marquée dans le futur, parce que lorsque ces travailleurs entrent en retraite, aussi perdent leur emploi, aussi tombent malades, il n'y aura pas de couverture, ils ne seront pas couverts par les systèmes de protection sociale. Donc il y a un problème d'inégalité croissant au sein des couches moyennes. Donc deuxième message, c'est qu'il faut étudier bien, il faut analyser les politiques publiques dans le domaine des protections sociales, y compris les pensions, pour protéger la mobilité économique descendante, n'est-ce pas? Il faut d'abord protéger ces couches moyennes de la vulnérabilité de tomber dans la pauvreté. Donc, autre domaine de politique publique très important pour la mobilité sociale, et la mobilité pas seulement pour les couches moyennes, mais pour toutes les couches de la population, c'est l'éducation. L'éducation, historiquement, traditionnellement, dans beaucoup des régions du monde, c'est entre les leviers les plus puissants pour favoriser la mobilité ascendante des ménages. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, la puissance de ce mécanisme est plus faible que dans d'autres régions. Qu'est-ce que nous dit cette graphique-là? Cette graphique compare le niveau de scolarité, ton niveau de scolarité avec celui de tes pères, de tes parents. Et on voit, par exemple, si vos parents sont analphabètes, la probabilité que tu auras un niveau de scolarité plus haut que tes parents, c'est assez élevé, c'est presque 80%. Ça veut dire que la probabilité avec des parents analphabètes que tu auras au moins un cycle primaire incomplet, c'est assez élevé. Mais si tes parents ont seulement le cycle secondaire incomplet, par exemple, la probabilité c'est beaucoup moins élevée. Et ces probabilités au milieu de cette graphique sont les plus relevantes, pas seulement pour les couches moyennes, mais pour presque la totalité de la population latino-américaine, parce que le 80% de la population de l'Amérique latine est dans ces catégories-là. Donc, ces probabilités-là sont assez bas pour promouvoir l'ascendance économique entre les générations. Il y a une forte corrélation entre le niveau de scolarité des enfants et leurs parents, beaucoup plus fort que dans d'autres régions du monde. Donc il faut d'abord améliorer en quelque sorte la quantité de l'éducation. C'est pas une recommandation très subtile, mais il faut étudier la possibilité de faire obligatoire l'école secondaire. C'est pas obligatoire dans tous les pays de l'Amérique latine. Et en plus, de mettre en place les incitations financières pour garantir que les élèves restent dans l'école et effectivement finalisent leur études secondaires. Mais ce n'est pas seulement une question de la quantité de l'éducation, c'est aussi une question de la qualité de l'éducation qui est très important en Amérique latine et pas seulement en Amérique latine. Et la qualité se peut mesurer pas seulement par la performance dans les épreuves, dans les examens, mais aussi par l'équité des systèmes d'éducation. Je vais vous montrer autre graphique trop compliqué, mais je l'aime bien. Et ça, pour démontrer un peu ces deux dimensions de la qualité, les dimensions de la performance et de l'équité. Là, il y a des résultats de l'étude, de célèbre étude PISA de l'OCDE, qui compare la performance des jeunes élèves de 15 ans
dans plus de 50 pays, dans davantage de 50 pays. Et dans la dimension verticale, vous avez ici la performance moyenne dans chaque pays. Et ça pour l'examen des sciences. Il y en a trois examens, sciences, lecture et mathématiques. Ça, c'est les sciences. La barre bleue, ça c'est la barre, le moyen pour les pays de l'OCDE. 500, c'est le moyen des épreuves. Mais on pourra aussi comparer le niveau d'équité des systèmes d'éducation. Et voilà, dans la dimension horizontale, on a un indice de l'inclusion. Et ça, c'est une mesure de mixité, de la mixité au sein des écoles. Par exemple, la Finlande, qui est là avec un niveau d'inclusion très très haut, ça veut dire que dans une école quelconque, vous allez trouver le fils d'un paysan très très modeste et le prince. Je ne sais pas s'il y a des princes en Finlande, je ne sais pas s'il y a un roi et une reine, mais s'il y aurait, le prince serait dans une école avec des enfants beaucoup plus modestes. Donc il y a un niveau de mixité très haut en Finlande. Vous allez voir que parmi tous les pays, dans l'étude PISA, le pays avec le niveau de mixité, d'inclusion plus bas, c'est le Chili. Et en effet, tous les pays de l'Amérique latine ont des niveaux d'inclusion assez bas. Et ça, en comparaison, pas seulement avec les pays de l'OCDE, mais aussi avec beaucoup des économies émergentes. La Chine, d'autres pays émergents, économies émergentes de l'Asie, par exemple, avec des niveaux de revenus semblables. Non? Donc, cette graphique donc, définit 4 quadrantes. Il y a le groupe avec le Finlande, et là, l'important, c'est de souligner qu'il y a plusieurs pays dans ce secteur avec Finlande. Ça veut dire qu'il n'y a pas effectivement nécessairement un choix entre équité et performance. Il y a plusieurs pays qui ont haut niveau de performance et haut niveau de l'équité. Il y a dans ce secteur-là tous les pays de l'Amérique latine. Il y a aussi dans ce secteur, mon pays, à moi, États-Unis, c'est dans le même, c'est dans le secteur latino-américain, et je crois que la France aussi, mais je ne suis pas sûr. Mais la France est pendant cette... ouais. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer la qualité dans performance, dans l'équité, et pas seulement en Amérique latine. Je vais terminer avec une... donc ça c'est le troisième message, c'est que l'éducation peut être un levier très très puissant de la mobilité sociale, mais dans les pays de l'Amérique latine, le mécanisme ne fonctionne pas encore parfaitement. Une dernière réflexion sur les finances publiques, parce que je fais beaucoup de recommandations qui vont coûter cher. D'où viennent ces ressources fiscaux? Donc, et là pour terminer avec une série de réflexions autour de cette dimension politique des couches moyennes, des classes moyennes. Est-ce qu'ils sont le soutien de la démocratie? Ça, c'est très relevant dans le contexte latino-américain, où il y a un processus très intéressant, mais aussi dans quelques pays précaires de consolidation des démocraties. Et donc, dans l'étude, on a vu un peu les finances publiques comme une sorte de contrat social entre les citoyens et leur gouvernement. Et on compare, ici il y a beaucoup d'informations sur deux pays, sur le Chili et le Mexique, par décile de la distribution des revenus dans les deux pays. On voit, est-ce qu'ils sont des payeurs des impôts? Est-ce qu'ils sont des contribuables dans ce sens-là? Est-ce qu'ils sont récipiendaires, bénéficiaires des dépenses publiques, y compris les transferts directs comme Bolsa Familia, comme Oportunidades, comme Chile Solidario, mais aussi est-ce qu'ils sont récipiendaires des dépenses publiques en imputant une valeur pour les dépenses, pour les biens
publiques comme l'éducation publique, comme la santé. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gris, on a les chiffres sur les impôts. On voit qu'au Chili, il n'y a pas réellement de la progressivité dans les impôts. Et ça, pour tout genre des impôts confondus, c'est l'impôt sur le revenu, mais aussi les impôts indirects. Il y a davantage de progressivité au Mexique en matière des impôts, mais aussi avec des niveaux assez bas. En bleu, il y a l'incidence des dépenses publiques, y compris les dépenses en santé et éducation. Et là, il y a une forte progressivité. Mais si on concentre sur les déciles aux moyens, les couches moyennes de la population, de la distribution des revenus, la position nette, c'est pas si clair. C'est pas clair. Pour quelques déciles, c'est positif. Pour quelques déciles, c'est négatif. Dès la perspective des ménages eux-mêmes. Et là, l'évaluation des ménages eux-mêmes sur leur position vis-à-vis de l'État va dépendre crucialement de leur évaluation de la qualité des services publics comme la santé et l'éducation. Même si, selon les statistiques, ils sont bénéficiaires nets, mais avec des petites différences, bénéfices nets, s'ils adjugent que la qualité, je ne sais pas si adjuger c'est un verbe en français, mais j'espère que vous me comprenez, s'ils adjugent que la qualité des dépenses publiques en santé et en éducation sont bas, et encore plus s'ils dépensent pour éducation privée, pour santé privée, comme c'est le cas dans plusieurs pays latino-américains, ils vont juger qu'ils sont perdants et pas gagnants dans le contrat social entre les citoyens et l'État. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils ne soutiendraient pas des réformes fiscales, par exemple, parce qu'ils croient que la qualité des services fournis par l'État en échange de ces impôts est bas. La manière optimiste d'interpréter ça, et on a, comme beaucoup des intervenants dans cette conférence aujourd'hui, on a utilisé des données de Latino Barometro sur l'évaluation des citoyens sur la démocratie, la qualité des dépenses publiques, etc. On pourra interpréter ces données et ces chiffres-là d'une manière optimiste. Mais l'interprétation optimiste, c'est la suivante, qu'une réforme fiscale, qu'une réforme tributaire quelconque doit être précédée ou accompagnée par une réforme importante de la quantité et la qualité des dépenses publiques. On ne peut pas séparer la discussion, dans des termes politiques, de la réforme tributaire, tellement nécessaire dans la plupart des pays latino-américains, d'une discussion de l'amélioration de la couverture, de la quantité et de la qualité des dépenses publiques. Et les classes moyennes, selon les enquêtes, sont partisans de ce contrat social, toutefois que la qualité est bonne, est la bonne. Donc, je crois que avec ça, donc ça c'est le quatrième message, que la réforme fiscale, la réforme des finances publiques trouvera un appui très fort, selon ce que nous disent les ménages eux-mêmes dans les enquêtes, dans les couches moyennes. Mais ce n'est pas seulement une question de la réforme tributaire, mais aussi une réforme des dépenses publiques pour améliorer la condition des couches moyennes et en effet de tous les ménages latino-américains. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. Je passe la parole à Pierre Salaman pour son commentaire. Oui, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et puis d'avoir eu l'occasion de lire ce rapport que je trouve très riche, très intéressant aussi également. Ce n'est pas seulement parce que je suis poli, comme on disait ce matin, je sais aussi être poli, ne vous inquiétez pas,
Mais non, je crois qu'il y a énormément de choses dans ce rapport, notamment sur l'analyse en termes d'hétérogénéité. C'est un peu à Paris d'ailleurs de parler des couches moyennes. Et j'avais les différentes traductions anglaises, françaises et espagnoles. Évidemment, on semble hésiter. Dans la version espagnole, on dit on va parler des couches moyennes. Il n'y a pas de classe moyenne. Évidemment, parce que les classes, c'est quelque chose qu'on a défini par rapport à un pôle d'homogénéisation, si je puis dire. Que ce soit Weber, que ce soit Marx, que ce soit d'autres auteurs, il y a quelque chose qui les homogénéise. C'est pour ça qu'on utilise le terme classe. Or, couche traduit en fait une très profonde hétérogénéité que le rapport souligne. Mais c'est vrai aussi que dans l'opère, parfois, les questions, y compris en temps d'intervention, entre couche et classe. La couche devient une classe, et le rapport anglais, tout en disant qu'on préfère le terme couche, on utilise le terme classe. Et c'est important cette affaire-là, parce que c'est pas rien du tout. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi le débat au Brésil, lorsqu'on s'est rendu compte que les classes moyennes étaient devenues majoritaires dans le pays. C'est-à-dire c'est quelque chose dont on n'a plus besoin de parler à côté, puisqu'elle tend à disparaître ou à baisser, et les classes moyennes sont devenues quelque chose de très, disons, majoritaire, et donc le phénomène le plus important. Ce sont les travaux de Méry, c'est très chargé idéologiquement, évidemment. Et donc il faut faire très attention à ce mot-là, et là je suivrai au rapport d'insister précisément sur la profonde hétérogénéité, d'insister davantage dans le rapport que tu m'as fait dans la présentation orale sur le problème de vulnérabilité. Je crois que ça c'est quelque chose à mon avis qui est très très important, mais je voudrais revenir sur, si vous permettez, sur certains points et intervenir en trois points. Le premier point, question de définition. Le second point, un débat sur les années 80. Et évidemment, et le troisième débat aujourd'hui. Alors, le premier point, question de définition. Évidemment, plus vous êtes à de définition, je pense par exemple aux travaux du Flot, de Ravalion, que vous citez dans votre rapport, plus cette couche est profondément hétérogène. Si vous prenez par exemple les travaux du Flot, bon, bah, vous êtes pauvre, puis après vous êtes plus pauvre, vous êtes couche moyenne, hein, puisque c'est $2 qui définit, avec des pouvoirs d'achat, qui définit le seuil minimum pour appartenir aux couches moyennes, jusqu'à $10, certains $15 ou $20 pour d'autres. Donc par conséquent, on a divisé la société en tranches, on a les pauvres d'un côté, on a les couches moyennes, et bon. Alors évidemment, la proposition que vous faites est un peu plus prudente. Et j'allais dire presque, ça se fait dans le futur plutôt que dans le passé. Parce que demain, vous allez bien voir que pour des pays aussi industrialisés que le Brésil, l'Argentine, etc., la terminologie pertinente sur la pauvreté sera celle qu'on utilise en Europe, c'est-à-dire la pauvreté relative, et non pas la pauvreté absolue. Et c'est ce que vous avez fait. C'est en ce sens que c'est très intéressant. C'est pas le critère n'est pas la pauvreté absolue, mais le minimum, le seuil minimal, c'est la pauvreté relative, puisque c'est 50% du revenu médian que vous avez choisi jusqu'à 150%. Donc, je crois que malgré tout, à mon avis, c'est quand même la définition est encore beaucoup trop large, et peut-être moins large que celle du Flot, Lyon et compagnie, mais je crois que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large, par exemple, que la définition qu'avait prise Piketty, disant, moi j'appelle couche moyenne les gens qui ont entre 90 et 95% du revenu le plus élevé. Donc c'est une petite couche. Alors, évidemment, plus elle est petite, plus elle est homogène, si je veux dire. Et plus elle est large, à l'inverse, plus on a, disons, une analyse par rapport à une définition qu'on se donne et qui permet de trouver ce qu'on appelle des sous-produits, à savoir des choses pertinentes, intéressantes dans les graphiques, notamment en termes de vulnérabilité que vous analysez de manière, je crois, remarquable. Mais si vous regardez bien sur ces problèmes de vulnérabilité, peut-être que vous l'avez fait si on prend les pauvretés pour être relative, et puis après vos couches moyennes, ce que vous avez fait dans vos trois graphiques, je ne sais pas si vous les avez pris, je ne suis pas certain, sur les résistances, la possibilité de pauvre à passer couche moyenne basse à passer à pauvreté, ou de couche moyenne supérieure de passer à aisée. Si vous analysez bien ça, mais ça ressemble quand même terriblement, et vous allez y venir, je pense, au triangle de la pauvreté, l'analyse qu'on a faite sur le triangle de la pauvreté, où il y a trois facteurs qui interviennent, en analysant la courbe de Lorenz sur la distribution des revenus, il y a trois facteurs qui interviennent, qui sont le taux de croissance, qui sont qui sont le niveau des inégalités, et ça c'est quand même très important, et évidemment le niveau des inégalités, et évidemment la variation des inégalités. Et dans ce graphique que vous avez pris sur le Chili, on voit que vos couches moyennes sont très importantes, mais pour essayer de comprendre cela précisément, c'est très intéressant de voir la distribution des revenus. Au Chili, le Chili a la particularité suivante, à savoir que c'est le pays qui a deux Gini, c'est une mesure de la pauvreté exceptionnelle. Le Gini, en gros, des
100% et le Gini des 90%. Et par rapport aux autres pays d'Amérique latine, le Gini des 90% est relativement égal, elle n'est pas horrible. Mais quand vous prenez les 100%, ça l'est beaucoup plus. C'est-à-dire, dit autrement, la distance des 10% les plus riches est beaucoup plus, par rapport au reste de la population, est beaucoup plus importante que par exemple, y compris au Brésil. Et quand vous allez à Santiago, on s'en aperçoit tout de suite, hein, il ne faut pas être. Si on s'y regarde, on voit beaucoup de choses. Donc, c'est en fait un problème de distribution des revenus, cette analyse. Et là, ça me rappelle des analyses de Milucrin en Colombie, etc., analysant précisément tous les problèmes de passage de la frontière, c'est-à-dire la ligne de pauvreté. Donc, en termes de vulnérabilité, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes types de problématiques à ce niveau-là. Mais avec un plus. C'est si vous prenez le triangle, vous avez la croissance. Et si vous avez la croissance, vous ne pouvez pas ne pas penser à une chose, c'est qu'en gros, depuis 25 ans, l'Amérique latine, malgré la phase pré-crise des années 2000, l'Amérique latine a connu un taux de croissance médiocre, de l'ordre de 2,5% en 25 ans, c'est pas grand-chose si vous le comparez à certains pays asiatiques. Ce qui signifie quand même, malgré tout, et il ne faut pas rester fiché entre deux années, ce qui signifie qu'il faut, pour analyser les problèmes de vulnérabilité et la possibilité donc de passage d'une couche à une autre, si je puis dire, il faut introduire le taux de croissance. Dit autrement, si vous avez 2% de croissance ou 1% de croissance, ce n'est pas du tout la même situation que si vous avez 10% de croissance annuelle. Ce n'est pas du tout la même chose. Dit encore plus méchant, je me souviens des analyses qu'on avait faites sur Liverpool en Angleterre avec son 1% de croissance, le revenu double en 70 ans à ce moment-là. Donc, si vous êtes né pauvre, vous avez peu de chances de sortir de la pauvreté. Mais si par exemple vous êtes en Chine, je ne vais pas faire la publicité pour la Chine, ou en Inde si vous préférez, si vous êtes né pauvre, vous avez quand même plus de possibilités de sortir précisément de la pauvreté parce que la mobilité sociale est fonction du taux de croissance. Donc, et j'en arrive au deuxièmement, il faut aussi analyser ce qu'on appelle les régimes de croissance. Je sais que c'est un mot qui n'est pas encore très accepté par les institutions internationales et qui me semble quand même très très important. La croissance dépend de beaucoup de choses, c'est pas la même, c'est pas seulement un chiffre, ça dépend. Est-ce que c'est le marché intérieur, est-ce que c'est le marché extérieur, est-ce que c'est un mix, etc. Est-ce que ça porte sur telle ou telle couche. Dans les années 70-80, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Brésil s'est développé un débat fantastique, très important, reprenant les travaux de Kalinski. Tavares se met là-dessus, est une sauce Maria Conceição Tavares, qui est une économiste excellente portugaise qui vit au Brésil depuis très longtemps. Moi-même, j'ai contribué à ces travaux-là. C'était tout simplement, on appelait la troisième demande, c'est moi qui ai trouvé le mot. La troisième demande, c'était les couches moyennes. Sauf que les couches moyennes étaient définies comme 30% de la population ou 35% de la population après les 5 ou 10% les plus riches. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle était relativement homogène. Et donc, vous pouvez utiliser le mot classe moyenne, et parce qu'elle était plus restreinte, c'était 30%. Et pourquoi était-elle? Parce que les inégalités étaient tellement importantes en Amérique latine que seules les couches moyennes pouvaient accéder à ce qu'on appelait des biens de luxe, pour reprendre les expressions de Kalinski. C'est-à-dire acheter une voiture, en termes très clairs. Tandis que les autres pouvaient accéder seulement à des biens de consommation non durables. On appelait ça les biens ouvriers dans la terminologie de Kalinski. Si on est arrivé à analyser la croissance brésilienne de la dictature, très forte, très élevée, comme quelque chose d'assez exceptionnel, c'était la correspondance entre une fraction, si je puis dire, un petit morceau de la structure de l'offre, c'est-à-dire l'essor du secteur automobile, pour parler très clair, et de l'autre côté, l'émergence de ces fameuses couches moyennes. Dit autrement, les ouvriers, pour aller encore plus clair, étaient un coût dans ce régime de croissance n'était qu'un coût et pas une demande pour les biens de consommation durable, à la différence des couches moyennes. Et on avait une sorte de cercle vertueux avec beaucoup de guillemets qui faisait qu'effectivement favoriser les couches moyennes au détriment des ouvriers et des pauvres en général permettait à la fois d'obtenir un taux de croissance très élevé pendant nombre d'années et de diminuer la pauvreté tout en augmentant les inégalités. Ça rappelle la Chine. Ça rappelle complètement la Chine. Donc là, c'est pour ça que je crois que c'est très important d'avoir une définition, disons peut-être plus restreinte, pour essayer précisément de comprendre ce qui se passe, qualifier les régimes de croissance, etc. En Amérique latine aujourd'hui, vous savez, j'en arrive au troisièmement, en Amérique latine, la situation a changé, malgré une croissance faible, etc. En Amérique latine, le phénomène a changé, tout simplement parce que depuis les début des années 2000, 2003 à peu près, on est en présence d'un phénomène un peu nouveau, à savoir l'accès à toute une série de biens de consommation durable maintenant atteint des couches qui sont non moyennes, sauf si vous déficiez les couches moyennes de manière extrêmement large, évidemment. Je veux dire par là, vous allez par exemple au Brésil, aujourd'hui, vous observez qu'il y a une augmentation très forte grâce à la politique de crédit et une augmentation très forte de la vente d'automobiles.
d'ailleurs ça devient infernal de circuler. Vous avez les mobylettes qui apparaissent aujourd'hui. Vous avez eu, pour toute une série de biens de consommation durable, le phénomène dit du progrès technique, à savoir les prix relatifs ont baissé, et donc consécutivement, ces biens se sont, pour utiliser l'expression qu'aiment les économistes, se sont prolétarisés, c'est-à-dire ont atteint un certain type de couche. Donc, on est dans une situation qui est un peu nouvelle par rapport à celle analysée par Concession Tavares, moi-même et tant d'autres dans les années 80, à savoir qu'aujourd'hui, la séparation entre les différents revenus, je fais exprès pas utiliser le terme de couche, ni classe, etc., entre les différents revenus courts, l'accès aux biens de consommation durable est beaucoup moins net qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. Donc je crois que peut-être à partir de ce moment-là, peut-être le futur, disons, de cette réflexion sur les couches moyennes, que vous utilisez plutôt que classe moyenne de manière générale, et je vous en suivrai à ce niveau-là, je crois que ce qui m'intéresse, du moins, ce qui m'apparaît très important, c'est que peut-être ça peut nous permettre d'essayer peut-être avec plus de prudence, en cherchant davantage d'homogénéité, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans une période de crise. Ce que j'en voulais un petit peu au rapporteur de ce matin, c'est qu'il nous a fait un peu de conjoncture économique, 2008-2010, oui, d'accord. Mais s'il y a une crise en France ou au Portugal, etc., qu'est-ce qui se passe en Amérique latine? C'est intéressant comme question. La crise, ce n'était pas seulement 2009. La crise, c'est peut-être, si nous sommes véritablement dans une crise structurelle, c'est tout ce qui se passe là maintenant dans la décennie qui s'ouvre, si je puis dire. Et c'est ça qui me semble très important. Et si on a un peu d'histoire économique, si on connaît un peu l'histoire économique, on sait que l'Amérique latine a bénéficié, entre guillemets, mais a bénéficié tout de même, au bout de quelques années, de la crise de 1930. Sont apparus un nouveau régime de croissance qui était la structure d'implantation, sont apparus de nouveaux régimes politiques qui étaient les régimes de type populiste, varguiste, etc. Je crois que c'est important. Donc si on s'inscrit sur un peu une longue durée en apprenant l'histoire, alors à ce moment-là, on est en droit de s'interroger si ce qui est sans le significatif, c'est-à-dire l'accès à une part de croissance de la population à des biens de consommation durable, est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre de sortir avantageusement de la crise de la part des pays latino-américains, pour parler court, parler net, c'est ce dont on parle en Amérique latine, à savoir, aujourd'hui du moins, est-ce que pour les grands pays, tout au moins, évidemment pas pour l'Uruguay, etc., pour les grands pays, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une sortie de crise par le marché intérieur? Et il semblerait, comme l'a souligné le rapport un peu sur la table par des crédits, etc., qu'effectivement, c'est la politique économique par le marché intérieur qui a permis, par le crédit, etc., plus facile, qui a permis, entre autres, et meilleure redistribution des revenus avec le salaire minimum, qui ont permis de rebondir, même très fortement, puisque l'Argentine a 9% de croissance, le Brésil a 7,5% de croissance, c'est quand même pas rien, c'est du costaud quand même. Hein. Donc là, je crois que c'est une dimension qui est importante si on veut s'inscrire, à mon avis, s'inscrire sur le futur, c'est le fameux pari du marché intérieur. Alors, ce pari repose, je crois, sur certaines couches. Mais alors, je crois que peut-être il faudrait les restreindre, ne pas prendre une définition à la brésilienne où on en arrive à 50% de la population et davantage qui appartiendrait aux classes moyennes, mais peut-être pas 5. Je crois que vous avez été, à mon avis, vous avez été extrêmement prudent. Vous avez bien souligné, malgré cette prudence, l'hétérogénéité de ces couches moyennes, mais je crois que peut-être, à mon avis, il n'aurait pas fallu prendre 50%. Il aurait fallu prendre peut-être, disons, 90% à 160%, quelque chose comme ça. Ça aurait été peut-être moins hétérogène dans vos données. C'est accepter qu'il y ait une couche intermédiaire entre vos défavorisés, en gros, et vos couches moyennes. Je crois que ça, je pense qu'on aurait gagné peut-être pour pouvoir comprendre, encore une fois, la dynamique qui est en train de s'inscrire dans ces économies-là. C'est une suggestion que je fais, mais je crois que c'est très important qu'on constate une trop profonde hétérogénéité, comme vous l'avez fait, et vous l'avez fait pour le système de pension, de manière excellente d'ailleurs, vous l'avez fait pour l'informalité, c'est également pas important de l'informalité dans les couches moyennes, vous l'avez fait aussi pour l'éducation, etc. Je crois alors que peut-être il aurait été bon de redresser un peu ces couches moyennes, de leur donner un peu plus d'homogénéité pour voir si elles avaient un rôle demain potentiellement dynamique pour la reprise économique. Sinon, je vous remercie encore une fois de la qualité du travail qui a été effectué et de la possibilité pour moi de faire quelques commentaires qui se voulaient critiques mais constructifs.
Merci beaucoup Pierre Salama. Bon, ces deux interventions, je pense, vont appeler beaucoup de questions. Donc je vais rapidement donner la parole à la salle. Simplement, j'aurais peut-être aimé poser une toute petite question à Jeff Johnson, puisque peut-être elle était trop prudente dans la tranche qui a été retenue pour définir les classes moyennes. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup d'audace dans ce rapport concernant les recommandations, puisque si je vous ai bien compris, vous recommandez aux chefs d'État latino-américains de procéder à des plans de dépenses publiques massifs importants pour donner un filet de protection sociale bien meilleur qu'aujourd'hui à ces classes moyennes, avant d'envisager toute réforme fiscale forcément douloureuse, forcément polémique. Cela dit, cela implique donc qu'il faut donner à tous les travailleurs de la classe moyenne une protection sociale, y compris donc ceux qui travaillent en majorité dans le secteur informel. Est-ce qu'on ne peut pas vous faire l'objection que le danger serait d'encourager le travail informel, et en tout cas d'empêcher son éradication, ou même d'empêcher sa diminution? On collecte des questions d'avant Alors, voilà cette question, et vous avez raison, peut-être que si... Oui, en effet, pour commencer, je crois qu'il y a deux choses. Autant vous, Anne, que Gerardo ont soulevé des questions, qu'il y a beaucoup de recommandations ici, et est-ce que ces recommandations de renforcer le filet social, de renforcer les dépenses publiques en quantité et qualité vont avoir des conséquences problématiques sur l'informalité d'une part et sur le problème plus de court terme de consolidation fiscale. Et je crois que ça c'est vrai qu'il ne faut pas simplifier les choses. Le chemin va être un peu étroit entre ces différents problèmes. Pour l'informalité, c'est vrai que je crois qu'on lit maintenant, on est témoin d'une évolution dans la discussion sur l'informalité en Amérique latine et ailleurs. Et au lieu du vieux discours de Mugabe, d'éradiquer le secteur informel physiquement, de le forcer hors les villes, etc., au lieu de ce discours de diminuer, voire éradiquer le secteur, l'emploi informel, maintenant c'est question de comment vivre avec un secteur informel important, mais en réduisant les coûts d'abord pour les travailleurs dans ces conditions et ensuite pour l'efficacité, la productivité de l'économie, la compétitivité de l'économie, etc. Et je crois que dans cette nouvelle orientation, il faut d'abord faire face aux questions de la protection sociale. Comment couvrir les travailleurs, soit formels, soit informels. Et là, c'est effectivement le cas qu'il y a un débat sur le problème de si moi j'ai de la couverture assurance emploi, assurance maladie, assurance retraite, pourquoi payer des impôts, non? Pourquoi rester dans le secteur formel? Parce qu'il y a effectivement une incitation, au moins théorique, de rester dans l'informel sans toutes les contraintes légaux, de régulation, etc. Et là, je crois que, mais en même temps, je crois que c'est effectivement une question empirique. Et il y a là des débats. Il y a, par exemple, l'ancien économiste en chef de la Banque interaméricaine de développement, Santiago Levy, qui a écrit une étude très sérieuse surtout sur le cas du Mexique, qui dit que effectivement c'est ça. Effectivement, on a créé des incitations, on a amélioré les conditions de vie des travailleurs dans l'informel, mais on a créé des institutions de rester et voire aller vers l'informel. Maintenant, il y a une nouvelle étude de James Heckman et quelques économistes de l'Université de Chicago sur le cas du Mexique qui dit que cette incitation
a été largement exagérée au Mexique. Donc je crois que c'est un débat ouvert pour le moment. Mais je crois que si on commence avec l'objectif de protéger les niveaux de vie des travailleurs dans l'informel, on court toujours cette risque. Le problème de consolidation fiscale, c'est encore plus étroit. Comment améliorer, ça va coûter cher, ça va demander de ressources fiscales. Mais là, je crois qu'il y a au moins deux dimensions qu'il est important de distinguer. Au Brésil, il n'y a pas de problème de niveau de ressources fiscales. Le niveau des impôts par rapport à l'économie nationale au Brésil, c'est très semblable à la plupart des pays de l'OCDE. La quantité des impôts qui est le problème au Brésil, c'est la qualité des impôts. Et c'est l'assignation de ressources fiscales et les rigidités dans l'assignation des ressources fiscales. Donc même au Brésil, le problème est de dépenser mieux et pas seulement d'avoir une collecte plus importante des impôts. Et je crois que dans la plupart des pays de l'Amérique latine, on a le problème de la collecte et aussi de dépenser mieux, mais ce sont deux dimensions. Et dans ces jours de consolidation fiscale, qui n'est pas dans l'air du temps dans la plupart des pays latino-américains, mais surtout au Mexique, c'est le cas. Il faut distinguer ces deux dimensions. Pour terminer, la question de Venezuela. Nous n'avons pas de politique de couverture des pays dans le rapport. Il y a selon le comptage, il y a 18, au 20, au 21, au 36 pays de l'Amérique latine et Caraïbes. Et c'est ça, je connais bien que les petits pays de Caraïbes toujours se plaignent de ne pas être inclus systématiquement. Dans la partie macroéconomique du rapport, on essaie d'avoir au moins les LAC 7, les 7 plus grands pays de l'Amérique latine, y compris le Venezuela. Dans la partie thématique, c'est beaucoup plus ad hoc et c'est de la disponibilité des données, de la comparabilité des données et aussi politiquement, je dois dire qu'il y a 8 pays membres latino-américains du Centre de développement de l'OCDE et on essaie de les inclure de manière, parce qu'on a des contacts quotidiens avec leurs agences de statistiques. Et Venezuela n'est pas encore membre du Centre de développement de l'OCDE. Ça peut expliquer un peu l'absence dans quelques graphiques. Mais cela dit, le Venezuela est dans quelques graphiques et on va essayer chacun d'améliorer la couverture de tous les pays de la région. Merci. Oui, quelques petits points de définition pour ne pas peut-être se tromper. On parle en Amérique latine des dépenses sociales, il y a les dépenses d'éducation, les dépenses de couverture, et il y a les transferts. Ce n'est pas tout à fait les mêmes définitions qu'en Europe, c'est pour ça que c'est important. Le Mexique est le pays, parmi les grands pays d'Amérique latine, celui qui a les dépenses sociales les plus faibles et les dépenses publiques de toute manière les plus faibles en pourcentage du PIB. Ce qui veut dire améliorer la situation au Mexique passe nécessairement par une réforme fiscale profonde. Et ça, je crois que c'est une question d'autant plus importante car les recettes pétrolières vont chuter dans très très peu de temps compte tenu de l'utilisation du puits. Donc ça, je crois que le Mexique se retrouve vraiment confronté à un très très grave, à mon avis, c'est le maillon faible, si je puis dire, de la chaîne latino-américaine aujourd'hui. Parmi les grands pays, il faut s'attendre quand même à des problèmes assez graves. Les crédits faciles qui anticipent, disons, des crédits faciles, moins coûteux, notamment en termes de logement, etc., qui ont été mis en place, surtout en crise, qui aboutissent à, disons, permettre à des pauvres, disons, d'essayer de copier un comportement de bouche moyen. Enfin, il ne faut pas non plus quand même exagérer, il y a quand même une très grande différence quand on se promène un petit peu dans les bidonvilles, comme on dit, et après à Ipanema, on dit quand même pas, c'est pas tout à fait la même manière de se comporter. Il faut faire quand même un peu attention à ceci. Ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour essayer d'anticiper les comportements de consommation des couches moyennes. Ce matin, par exemple, on a parlé des médias. Bon, je ne suis pas intervenu, mais il y a une chose quand même qui est très importante, c'est que ce sont les médias télévisés. Pourquoi? Parce que les médias sur le papier coûtent horriblement cher. Horriblement cher, c'est-à-dire qu'une des particularités de l'Amérique latine, c'est que grande partie, la majeure partie de la population n'a pas accès au papier.
C'est trop cher, alors je ne parle pas des revenus. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc ils anticipent peut-être ce qu'ils voient à la télévision comme comportement des couches moyennes au travers des nouvelles. C'est tout ce que je peux dire. Ceci dit, je crois que c'est vrai que ça a eu un effet positif. Il faut dire que ça parlait très très bas. Le taux de crédit par rapport au PIB est très faible en Amérique latine. Ça partait très bas. L'augmentation du crédit, la facilité d'accorder des crédits, etc., a alimenté une demande intérieure, disons, substantielle. Mais ce n'est pas la seule mesure qui a été prise. Je crois dans certains pays, ça a été aussi le problème de l'augmentation importante du salaire minimum, qui est le responsable de la diminution fondamentalement du taux de pauvreté. Sur ce qui concerne les couches moyennes, déficit d'épargne et la nécessaire, d'abord l'histoire du marché intérieur. Je crois que le débat marché intérieur versus marché extérieur est obsolète. Alors, vraiment, je crois que dans un monde qui est globalisé, même avec un retour du protectionnisme prévisible, je crois que, à mon avis, qu'on peut parfois prendre le marché intérieur si on ne pose pas la question du marché extérieur immédiatement. C'est-à-dire c'est les deux en même temps. On marche sur les deux genres, le marché intérieur et le marché extérieur. Ça me semble aujourd'hui évident. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut améliorer le marché intérieur que si on cherche à vendre à l'extérieur, pour ne pas être envahi en gros par le produit de l'extérieur. Donc ça veut dire que si on a aussi une politique industrielle, si on a une politique technologique, etc., qui favorise la compétitivité, à mon avis, du moins des entreprises. Compenser, en termes plus clairs encore, c'est un débat qui est à l'heure actuelle en Amérique latine, la hausse du salaire minimum par des améliorations de la productivité pour ne pas perdre la compétitivité. Je crois que c'est ça le débat aujourd'hui. C'est pas opter pour l'un ou pour l'autre, ça c'est à mon avis un débat des années 50. Aujourd'hui, c'est essayer de faire les deux. Cela étant, c'est accorder l'option marché intérieur, c'est accorder plus de poids au marché intérieur dans la dynamique de la croissance. Et là, je pense que ceci passe par le marché intérieur, ça a été un peu souligné par Jeff tout à l'heure, sur le fait que lorsque vous faites les impôts nets des transferts, les Gini ne bougent pas tellement, ne bougent quasiment pas pour les couches moyennes, entre autres, et très souvent on s'aperçoit que les pauvres payent, le système d'impôt est profondément régressif dans plusieurs pays d'Amérique latine. Ce qui veut dire en termes clairs que favoriser l'éducation, favoriser la santé, etc., mais je pense surtout en termes d'éducation, passe par la possibilité, c'est pas seulement dépenser mieux, dans le cas du Mexique, non, la dépense est vraiment très faible par rapport au PIB, ça c'est pas possible. Ça passe par des réformes fiscales. Lorsque moi je pensais quand tu as suivi ça, je pensais surtout le rapport, tu montres d'ailleurs, je crois, pas dans les slides, je ne sais plus, entre les impôts indirects et les impôts directs. En Amérique latine, on paye surtout les impôts indirects, relativement peu d'impôts directs, ce qui est régressif. Donc ça passe par, c'était tout que tu as montré, c'était je crois très important, ça passe par des conflits. Des conflits, parce qu'une réforme fiscale, ce n'est pas un truc technique seulement, ce n'est pas la trouver la bonne solution, c'est aussi des coupes sociaux, des lobbies, etc. Et je crois qu'une fenêtre s'est ouverte avec la crise, et je crois que les pays qui s'en sortiront sont ceux qui précisément arriveront à un système, non pas de dépenses supérieures nécessairement, mais un système de recettes plus juste que celui qui existait jusqu'à maintenant. Déficit d'épargne, alors, très rapidement, très vite. Évidemment, c'est intéressant de faire la comparaison avec les pays asiatiques et les pays latino-américains. En Asie, on a énormément d'épargne. En Amérique latine, je ne vais pas dire qu'on en a pas, enfin, c'est relativement peu. Cela vient aussi de ce que le système est un système pour les couches moyennes consumériste. On dit ça, le point consumériste. C'est-à-dire, en gros, c'est l'américain noir ou flav qui avait dominé pendant très longtemps, et donc par conséquent, ces fameuses couches moyennes dépenser plutôt qu'épargner. Et les couches supérieures, moyennes supérieures et les couches supérieures, elles, le reproche qu'on leur fait, c'est d'avoir un comportement un tantinet trop spéculatif et d'être un peu rentière, si je préfère parler clair. Et ce n'est que grâce à la politique, je crois, s'agissant moins du Brésil, un petit peu de l'Argentine aussi, grâce à la politique, disons, volontariste de ces dernières années, d'utiliser une grande banque qui est la BNDES pour favoriser précisément, pour fournir des fonds, pour favoriser les investissements, qui peut expliquer le fait que c'est pu contrecarrer la politique des banques de ne pas trop priver, de ne pas trop octroyer de crédit. Enfin, ça, je pense que c'est une question peut-être un petit peu complexe, mais qui est, me semble, très importante. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je crois qu'il est temps de conclure cette matinée et de laisser la place à Louis-Jacques.